Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce deuxième webinaire du cycle Arts et Savoirs fondamentaux, enjeux de formation, initié et organisé par le réseau des INSPE en partenariat avec WECA. Je suis Gwendoline Gasteclou, je travaille pour WECA et je suis ravie de vous présenter cette seconde édition. Donc, le sujet du jour s'inscrit pleinement dans le printemps de la recherche en éducation, colloque qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu en présentiel, mais qu'on vous propose chez vous avec plaisir. Donc, c'est Madame Sayac, qui est maîtresse de conférences à l'UPEC et directrice de l'INSPE Normandie, Rouen, Le Havre, qui nous expliquera aujourd'hui comment revisiter ou découvrir des concepts mathématiques par le biais d'artistes contemporains. Donc, au cours de cette conférence, vous pourrez naturellement poser toutes vos questions. Ça se déroulera dans l'onglet questions sur l'interface GoToWebinar située à la droite de votre écran. Donc, on sélectionnera quelques questions et on les posera à Madame Sayac en fin de présentation. Je vous rappelle qu'il y a en tout il ne reste plus que 5 conférences, donc elles auront toutes lieu à partir d'aujourd'hui en juin. Donc, on vous donnera les dates et les horaires au fur et à mesure, bien sûr. Et juste avant de donner la parole à notre intervenante du jour, je vais vous demander de vous munir d'un stylo et d'une feuille de papier, car on va vous soumettre un petit exercice dans quelques instants. Donc, comme ça, vous aurez déjà tout à portée de main. Donc, Madame Sayac, c'est à vous. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et tous. Il est compliqué de ne pas vous voir, mais j'imagine que vous êtes derrière vos écrans. Et donc, je vais essayer de vous indiquer, suivant mon point de vue, en quoi l'art contemporain peut servir à l'enseignement des mathématiques. Alors, pour cet exposé, je préciserai dans un premier temps mon positionnement, qui est assez spécifique. Puis, je vous proposerai une rencontre avec un artiste qu'on a pu appeler le pythagoricien postmoderne, donc François Morellet. Et à travers une série d'œuvres de cet artiste, on explorera des concepts mathématiques tels que ceux affichés. Mais il y aura aussi, avec d'autres artistes, des concepts à découvrir ou à redécouvrir. Et puis ensuite, je finirai par des exemples de l'activité que l'on trouve dans les manuels ou dans les classes. Donc, pour commencer, comme Gwendoline vous l'a indiqué, puisque vous avez, je l'espère, pris une feuille de blanche, et un stylo, blanche ou pas blanche, en réalité, ce n'est pas très important. Mais par contre, je vous demande de dessiner à main levée un carré, un triangle et un rectangle. Je vous laisse quelques minutes pour réaliser ces figures. Alors, voilà, je vais imaginer que vous avez tous tout fini. Et pour le coup, je vous pose une question à laquelle vous allez pouvoir répondre, me semble-t-il, en indiquant, d'après… Ah, il ne faut pas que ça cache. D'après vous, est-ce que vos figures sont plus proches de celles de la série 1 ou de celles de la série 2 ? Donc, Donc, Madame Sayac, donc à votre question, il y a 100% qui ont répondu série 1. Eh bien, c'est un pourcentage extrêmement probant par rapport à ce que je souhaite montrer. Je n'attendais pas tant, merci. Puisque, en fait, pourquoi est-ce qu'on est amené à dessiner des figures géométriques qui ressemblent plus à celles de la série 1? C'est en fait quand on a des représentations de ces objets mathématiques, du carré, du triangle, du rectangle, qui sont des représentations extrêmement stéréotypées. Et pour le coup, en fait, le problème qui se pose, c'est que quand on pense à un carré ou quand on pense à un triangle ou à un rectangle, on imagine pour le coup que ces représentations correspondent au concept qu'on convoque. Et c'est là que les choses se compliquent, puisque un triangle, dans l'absolu, c'est un polygone à 3 côtés qui peut être complètement différent et il est rarement équilatéral, sauf dans les représentations qu'on peut avoir ici ou là. Et le problème de ces représentations qui écrasent le concept, c'est exactement celui que je souhaite pouvoir lever
grâce justement à ce détour sur l'art contemporain qui permet de revisiter, de revoir, de se représenter autrement des concepts mathématiques. Et donc, je fais le pari que revoir et repenser et se représenter autrement ces concepts permet donc de les travailler différemment, de manière complémentaire. Alors, donc je n'ai plus accès, je ne peux plus tourner. Ah, voilà. Vous avez devant vous, j'espère, une œuvre de Joseph Kosuth, une œuvre extrêmement importante que Kosuth a créée quand il avait 20 ans et qui est en fait une œuvre qui est fondatrice de l'art conceptuel. En quoi consiste cette œuvre? En fait, cette œuvre comporte une chaise, une vraie chaise telle que vous la voyez en bois. Il y a aussi la photographie de cette chaise à l'échelle 1. Et affiché à droite, en petit, vous ne pouvez peut-être pas le voir, mais en tout cas, c'est la définition de ce qu'est une chaise. Alors en fait, cette installation qui expose 3 représentations d'une même chose, 3 représentations distinctes de la réalité d'un même objet, en fait, c'est cet ensemble qui permet de dépasser l'objet pour s'approcher du concept, et le concept étant la chaise idéale, qui bien évidemment n'existe pas dans l'absolu. Alors voilà, c'était cette petite entrée pour vous indiquer quel est mon positionnement par rapport justement au croisement entre l'art contemporain et les mathématiques. En fait, de prime abord, et je pense que c'est important de le préciser, puisque dans les autres approches que je peux voir, et notamment dans des expositions ou dans d'autres travaux, il y a une recherche de l'esthétique, aussi bien du côté des mathématiques que du côté artistique. Eh bien, ma démarche, en fait, ne vise pas cette recherche de l'esthétique, même si, bien évidemment, en fait, elle est intégrée, puisque le côté esthétique est totalement subjectif, et la subjectivité d'un mathématicien, d'un artiste ou de n'importe qui lui est propre et permet de voir les choses autrement. J'avais envie à cette occasion de vous citer ce qu'a dit Henri Cartan quand il a reçu la médaille d'or du CNRS en 1977. Et voilà ce qu'il indiquait. Il disait: j'ai tenté de défendre la thèse selon laquelle les mathématiques relèveraient plutôt de l'art que de la philosophie. Il est vrai qu'une théorie mathématique, bien faite, inspire un sentiment esthétique, comme une belle construction en architecture ou en musique, et que les qualités esthétiques d'une belle théorie en facilitent sa diffusion, la rendant plus apte à une utilisation efficace. Donc, vous voyez, cette dimension esthétique, je ne la nie pas, mais en tout cas, ce n'est pas mon point de vue, en tout cas mon positionnement par rapport à ce que je vous présente là. Ce qui m'importe, en fait, c'est, comme j'ai commencé à vous le présenter, c'est de revisiter des concepts mathématiques qui, comme je l'écris là, ont pu être oubliés ou détournés par un usage strictement scolaire. Le carré, enfin, les 100% obtenus tout à l'heure, montrent bien qu'un carré pour les élèves et pour parfois même les enseignants, c'est un quadrilatère avec les propriétés bien définies, mais dont les côtés sont horizontaux et verticaux. Donc, ces propriétés-là, vous imaginez bien qu'elles ne sont pas dans la définition du carré. Il n'empêche que, à force de voir ces figures de manière stéréotypée, eh bien, on les associe à la propriété du carré en l'occurrence. Et du coup, en fait, on perd de vue la réalité, enfin le concept tel qu'il est mathématiquement défini. Et puis, j'ai envie aussi d'enrichir, enfin, je trouve que certaines œuvres permettent d'enrichir la représentation qu'on a des objets mathématiques. Par exemple, vous verrez que pi pour, alors là, pour le coup, j'ai envie de dire 99,99% des personnes, pi évoque un nombre. Eh bien, vous verrez qu'avec François Morellet, pi sera représenté autrement. Je vous propose aussi que ce détour par l'art contemporain permet à des élèves d'approcher des concepts mathématiques qui sont pas forcément définis dans les programmes scolaires, mais qui en tout cas sont l'essence même des mathématiques. Et je vous proposerai de regarder, enfin de faire un détour pour considérer le côté aléatoire et infini de certaines choses.
Et pour finir, il y avait l'idée aussi, que je ne perds pas de vue, de sensibiliser les élèves aux constituants d'une œuvre d'art contemporaine, tout en travaillant bien évidemment les savoirs fondamentaux pour l'école. Alors, pour commencer justement, j'ai souhaité vous présenter cette œuvre de Picasso qui est assez connue, qui s'appelle La tête de taureau. Et en fait, je vous la présente parce que j'ai trouvé que la citation que Picasso avait faite de cette œuvre permettait d'illustrer assez clairement mes propos. Donc, je vous la lis. Picasso disait « Les objets eux-mêmes, leur forme et leur texture me donnent souvent la clé de ma vision. Je trouve une selle et un guidon dans la rue et je pense « Tiens, un taureau !» Tout le monde regarde l'assemblage que j'ai exécuté et remarque « Tiens, un taureau !» Jusqu'au moment où un cycliste passe et se dit « Tiens, une selle !» Voilà. Donc, il continue, je passe de la métaphore à la réalité, je rends cette réalité tangible en usant ainsi de cette métaphore. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'il dit « J'éveille une nouvelle émotion dans l'esprit du spectateur. C'est que momentanément, je bouleverse sa façon conventionnelle d'identifier et de définir ce qu'il voit. J'engage l'esprit du spectateur dans une direction qu'il n'avait pas prise. » Eh bien, c'est cet engagement-là du spectateur que je souhaite convoquer chez les élèves pour qu'ils puissent considérer autrement les objets qui sont représentés, les objets mathématiques qui sont représentés. Alors pour ça, en fait, je vais vous présenter un artiste que très sincèrement, j'apprécie grandement, et j'apprécie grandement parce qu'en fait, c'est un artiste qui utilise les mathématiques pour concevoir ses œuvres. Et non seulement il utilise les mathématiques pour concevoir ses œuvres, mais il ne les dénature pas. Et je pense que pour le coup, c'est extrêmement important. Donc, pour cet artiste, il a créé une série d'œuvres que je vais vous présenter, notamment autour du tram et du parallélisme, du nombre pi et de la géométrie. Et vous verrez, je vous présente ça tout de suite. Voilà. Alors, les premières, c'est des œuvres qu'il a réalisées tout au long de sa carrière. Alors, il est mort il y a 6 ans déjà, mais en tout cas, il a tout au long de sa carrière travaillé sur les trams. Et ce qui est intéressant dans ces trams, c'est en fait une façon d'envahir l'espace de la toile et de l'envahir à travers, en fait, il a deux positions. Soit il utilise l'ordre, soit il utilise le désordre. Même si, en fait, il dit clairement, j'aime en fait à la fois l'ordre et le désordre, mais quand ils sont ensemble. Et on va voir que cette phrase illustre tout à fait on permet de comprendre ses œuvres. En quoi elles m'intéressent à moi en tant que mathématicienne et en quoi je pense qu'elles sont intéressantes à présenter aux élèves. Parce que, par exemple, si vous voyez sur la alors attendez que je trouve ma petite flèche. Si vous voyez l'œuvre de droite qui s'appelle Citram, en fait, on voit des séries de droites parallèles. Et en quoi ces droites sont-elles parallèles? En fait, c'est qu'elles sont générées par un choix initial d'angle qui permet en fait de déterminer cette série de droites parallèles entre elles. Et ça permet en fait, généralement, quand on demande aux élèves de tracer des droites perpendiculaires, eh bien, on leur demande d'utiliser leur équerre et de faire glisser l'équerre tout au long de la règle pour générer une droite parallèle à une autre droite. Eh bien, en fait, ce choix de prendre l'équerre est totalement arbitraire, puisque pour générer des droites parallèles, on pourrait tout à fait prendre n'importe quel gabarit d'angle, et on le voit bien à travers ces œuvres que si on prend si on fait le choix de prendre le gabarit de 30 degrés, eh bien, toutes ces droites-là que je pointe sont bien parallèles entre elles, et elles sont toutes issues d'un rapport de 30 degrés à l'horizontale. L'œuvre de gauche, en fait, je l'ai présentée pour montrer combien, à la fois, il y a dans l'œuvre de Morellet, il y a une génération de trames parallèles, mais que ces trames peuvent être aussi moins organisées. Et Morellet, en fait, faisait partie d'un groupe qui s'appelait le GRAVE, le groupe de recherche en art visuel. Et il souhaitait en fait que le spectateur soit partie prenante de l'œuvre à travers la façon dont il avait de le regarder. Donc, si vous regardez cette autre œuvre, en fait,
que je trouve extrêmement intéressant dans l'œuvre de Morellet, c'est qu'il utilise là donc des droites, des choix d'angle et de gabarit d'angle, mais quand il les associe comme il le fait là, en fait, eh bien, j'espère que de l'autre côté de votre écran, vous voyez, comme moi, que ça génère en fait des espaces circulaires, et du coup, avec des droites, il crée des espaces circulaires. Et je trouve que c'est aussi en ça que cet artiste peut être intéressant et perturbant du point de vue de ce que l'on sait des objets mathématiques. Alors, je vous présente cette fois-ci une toile qu'il appelle, intitulée 10 lignes au hasard. Et donc, vous voyez que dans la façon dont l'espace est occupé, on voit bien que par rapport aux œuvres précédentes, l'envahissement, il est plus désordonné. Mais le désordre, vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure, ordre et désordre, chez François Morellet, vont ensemble. Et en fait, il ne conçoit pas le désordre sans qu'il soit organisé. Et du coup, je vous propose, je vous montre un petit peu l'organisation de son désordre à travers une œuvre, alors qui ne correspond pas exactement à celle-ci, hein, ça n'a pas été possible de le trouver. Mais vous voyez qu'en fait, Morellet en fait, a choisi un système où il reproduit les lettres de l'alphabet tout autour du cadre de sa toile. Et ensuite, il va, à partir du mot qu'il choisit, ici c'était pour l'affiche d'une foire internationale qui était à Basel. Et donc, si vous voyez bien, il va relier le B avec le A, ensuite le S avec le E. Enfin bref, je vous laisse vous amuser à retrouver en fait en quoi, quels traits ont été dessinés à partir de quel point de repère et comment ces œuvres-là ont pu être créées. Alors, pi est devenu une voiture, mais initialement, c'était bien le nombre pi que vous voyez à gauche du nombre 3, 14, 15, 9, etc. Je vous avais dit tout à l'heure que ce qu'il y avait d'intéressant avec François Morellet, c'est qu'il nous donnait à voir des objets mathématiques d'une autre façon. Eh bien, l'œuvre que vous voyez qui s'affiche actuellement, en fait, représente pi. Alors, ça peut être un petit peu difficile à voir. Alors, je vous précise un petit peu comment il fonctionne et avec ce détail. En fait, il choisit arbitrairement, là encore, il fait un choix. Il dit que, par exemple, à droite, 1 égale 10 degrés. À partir de là, en fait, avec des segments qu'il reproduit, il va les associer en suivant les décimales de pi. Donc là, vous voyez le 3 de 3,14, du premier, le 3, en fait, est associé à une ouverture d'angle de 30 degrés. Ensuite, le 1 va correspondre à 10 degrés, le 1 de 3, 1. Ensuite, le 4 de 3,14 correspond, alors je vous aurais bien interpellé, mais j'espère que de votre côté, vous pensez à 40 degrés, et ainsi de suite. Donc, en fait, il va générer des pi suivant le choix qu'il va déterminer de la mesure d'angle correspondant à l'unité. Et donc, on a ainsi, alors dans ses autres œuvres, il choisit en fait des arcs de cercle qu'il associe de la même façon qu'il a associé les segments. Et donc, ça génère une série d'œuvres. Et je trouve assez intéressant que ces œuvres nous donnent à voir pi. Nous donnent à voir pi avec, en fait, tout le côté un peu infini, même si, évidemment, la contrainte de la toile fait que ça s'arrête à un moment donné. Mais on voit aussi le côté désordonné des décimales de pi. Et je trouve que c'est une belle façon d'approcher ce nombre et en tout cas une autre façon de se le représenter et de représenter ses spécificités. Alors, je vous parlerai pour finir, pas pour finir, mais pour encore une fois une autre série d'œuvres de François Morellet. François Morellet avait beaucoup d'humour en fait. Quand on voit certaines de ses œuvres, on peut imaginer quelqu'un d'austère avec une entrée abstraction géométrique très sérieuse, alors qu'en fait c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement drôle et subtil. Et il aimait jouer avec la langue, il aimait jouer avec les objets. Et là, donc, il nous propose une série d'œuvres qu'il a appelées Géométrie.
puisqu'il part en fait de branches d'arbres qu'il trouve dans son jardin, et qu'en fait, il associe ces branches à des formes et qui définissent en fait un programme de construction de son œuvre. Donc là, on voit que par rapport à cette branche-là, il a choisi de générer donc des carrés, un cercle ou des triangles, etc., etc. Et ce qu'il y a d'intéressant en fait dans ces œuvres, c'est que habituellement, les artistes, on peut plutôt imaginer qu'ils sont là pour reproduire la nature, donner en fait une façon de recréer la nature, d'imiter la nature. Et bien là, en fait, Morellet inverse les choses. Et ici, en fait, c'est la nature qui semble imiter l'art, et les branches d'arbres de Morellet deviennent un artifice de la géométrie. Alors, l'autre concept géométrique, enfin mathématique, pardon, que François Morellet utilise beaucoup, c'est l'aléatoire. Alors sur l'écran à droite, l'œuvre qui vous est présentée et que j'ai choisie s'appelle 6 répartitions aléatoires de 4 carrés noirs et blancs d'après les chiffres, et je précise les chiffres qui constituent le nombre pi. Je pense que peu de personnes, en voyant cette œuvre de Morellet, peuvent imaginer que derrière se cache le nombre pi, mais en tout cas, cet artiste choisit de s'appuyer justement sur un système défini pour créer quelque chose qui apparemment l'est beaucoup moins. Si vous regardez l'œuvre de gauche, alors l'œuvre de gauche est constituée en fait d'une série de 9 tableaux composés eux-mêmes avec des néons. Et en fait, pour chaque carré, je ne sais pas si vous voyez bien les carrés, il y a 6 possibilités d'affichage possibles, puisqu'il y a les 4 carrés, les 4 côtés du carré, plus les diagonales. Et donc, il décide que l'allumage de ces néons va se faire de manière aléatoire. Mais avec Morellet, j'espère que vous commencez à comprendre que l'aléatoire ne l'est pas toujours, et vous voyez à travers ce qui a été produit notamment dans cette œuvre-là, que l'aléatoire peut produire des choses un petit peu étonnantes. Alors, je vais vous poser ma deuxième question, auquel vous allez, j'espère, répondre. Je vous demande cette fois-ci, à travers cette œuvre, est-ce que vous voyez plus de rouge, pardon, ou plus de bleu? Donc voilà. Si donc, la question, elle ne va pas tarder, voilà, à s'afficher. Alors, est-ce qu'on peut avoir oui. les réponses? Alors, à la question, quelle est d'après vous la couleur majoritaire? On a 61% de rouge et 39% de bleu. Bon, alors, si pour Morellet, donc là encore, c'est assez intéressant, je vais vous donner les détails et je vais vous préciser la façon dont cette œuvre a été conçue. En fait, c'est une œuvre qui a été conçue à partir d'un quadrillage de la toile. Il a fait 40 000 carrés à partir de 200 traits horizontaux et 200 traits verticaux, ce qui a généré, je pense à 200, j'espère que vous me suivez toujours, 40 000. Et ces 40 000 carrés, en fait, il les a remplis en bleu ou en rouge, suivant un système qu'il a déterminé. Et donc, pour cela, il a demandé à sa femme de lui lire Alors, François Morellet habitait Cholet. Et donc, dans les années 70, il y avait encore des annuaires. Et donc, il a demandé à sa femme de lui indiquer le dernier chiffre du numéro de téléphone de la première liste à la dernière liste, puisqu'il y avait 40 000 habitants environ à Cholet, le dernier chiffre, et suivant que le chiffre était pair ou impair, en fait, il lui associait une couleur rouge ou bleue. Et c'est ainsi qu'en fait, il a conçu cette œuvre, qu'il a intitulée, pour le coup, je vous l'indique, répartition aléatoire de 40 000 carrés, suivant les chiffres pairs et impairs d'un annuaire de téléphone, et il a intitulé 50% bleu, 50% rouge. Alors, d'un point de vue mathématique,
on peut imaginer que ce 50%, c'est ce vers quoi on tendrait si on avait une infinité de petits carrés. On peut peut-être estimer qu'avec 40 000, on tend déjà vers un chiffre suffisant pour amener au 50-50. Mais en tout cas, on voit bien que du point de vue du spectateur, du point de vue de celui qui regarde, eh bien, cette prépondérance de couleurs n'est pas si évidente que ça. Donc, voilà pour Morellet, j'en ai fini. Et je vais à présent vous parler d'autres artistes et d'autres détours pour parler donc de concepts mathématiques qui peuvent être intéressants à travailler ou à découvrir avec des élèves. Le premier concept, le premier nombre est le nombre d'or, qui est un nombre très important dans le monde de l'art, hein, c'est la divine proportion. Et c'est un nombre qui a été beaucoup utilisé au moment de la Renaissance pour concevoir des œuvres équilibrées. Et si vous avez en tête, par exemple, l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci, eh bien, cet homme de Vitruve a des proportions qui sont liées justement à cette divine proportion qui est le nombre d'or. Mais le nombre d'or, en fait, c'est un nombre irrationnel qui est l'unique solution de l'équation x2 égale x plus 1. Mais ce nombre qui vaut environ 1,61, etc., c'est un nombre en fait qui a une caractéristique bien précise. Le but du jeu dans cet exposé n'est pas de rentrer dans les spécificités du nombre d'or. Il est vraiment dans l'idée de montrer en quoi, en fait, cette approche d'un objet, d'un concept mathématique assez intéressant et qui a été utilisé d'un point de vue mathématique de manière assez importante, comment est-ce qu'on peut l'utiliser aussi avec des élèves et comment on peut le voir autrement. C'est pour ça qu'en fait, je vous présente l'œuvre là une composition qui date de 1920 de Mondrian. Et sans entrer dans les détails, que je vous ai quand même indiqué là, en fait, cette toile-là et les traits qui la composent sont créés à partir donc du nombre d'or. Plus récemment, un artiste qui s'appelle Ivan Sizonenko a conçu en fait une série d'œuvres qu'il a appelées spirales et qui sont également basées sur le nombre d'or. Si vous regardez, attendez que je retrouve pas mon pointeur, ça ne va pas le faire. Où est mon pointeur? Le voilà. Donc, si vous voyez cette œuvre-là, en fait, le rectangle initial, eh bien, sa longueur et la largeur sont dans les proportions du nombre d'or. À partir de ce rectangle, en fait, il va découper un carré, et ce découpage va lui permettre d'engendrer un autre rectangle auquel il va appliquer cette même règle de découper un carré puis considérer le rectangle qui suit, etc., etc., etc. Et donc, en fonction donc, de ce découpage spécifique et du rapport spécifique qu'il y a entre les rectangles générés par ce système et un jeu de couleurs, il va ainsi donc concevoir plusieurs œuvres. J'avais également envie de vous parler de la suite de Fibonacci, qui est aussi une suite extrêmement importante, connue. Enfin, pour moi, elle est connue, mais en tout cas, elle peut tout à fait être connue par les élèves, même très tôt. Hein. On peut imaginer des séances de calcul mental qui s'organiseraient autour de de la désignation des différents termes de la suite. Alors, je vous explique rapidement comment elle se définit. En fait, à chaque fois, un nombre est déduit des deux précédents en les additionnant. C'est-à-dire que si vous regardez 0 et 1, 0 et 1, ça fait 1. Ensuite, 1 et 1 font 2, 1 et 2 font 3, 2 et 3 font 5, 3 et 5 font 8, et si vous avez compris le système, 6765 plus 10 946 font, et bien évidemment, 17 711. Donc vous voyez que c'est une suite en fait qui est
qui a la particularité, en fait, que si on va vers l'infini, le rapport entre deux termes consécutifs de cette suite tend vers le nombre d'or. On y revient encore et encore. Donc, pour illustrer ce concept mathématique de suite de Fibonacci, je vous présente deux artistes. Le premier, c'est Charles Bézy, qui a créé au début des années 2000 une série d'œuvres autour de la suite de Fibonacci. Donc là, cette œuvre que je vous présente, qu'il a créée en 2003, tous les traits qui la composent, en fait, s'organisent avec cette règle d'addition des deux valeurs précédentes pour créer la suivante. Par exemple, si vous prenez cette longueur-là plus celle-ci, eh bien, vous obtiendrez celle-là, etc. Cette longueur-là plus celle-ci, vous obtiendrez celle-là. Et en fait, tous les traits qui composent cette œuvre sont organisés à partir de cette règle-là qu'il applique d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc là encore, on a accès à la visualisation, à la représentation d'une suite, ce qui est quand même rarement possible si on se restreint à l'univers scolaire mathématique. Alors, il y a aussi Mario Mers. Mario Mers, c'est un autre artiste qui s'est beaucoup intéressé à la suite de Fibonacci. Et là, je vous présente deux œuvres. La première, en fait, un zèbre avec la suite des nombres que vous commencez à connaître, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Et dont l'espacement, en fait, correspond également à l'espacement correspondant à la valeur. Donc là, c'est une autre façon de voir l'expansion d'une suite numérique. La deuxième œuvre, alors je n'ai pas pu trouver d'autres détails de cette œuvre, mais en fait, si vous regardez bien, c'est la suite de Fibonacci qui est énoncée. Et sur chaque photo, en fait, il y a une grande table. Et à cette table sont assis des convives. Et le nombre de convives, en fait, grandit au fur et à mesure et correspond au nombre, au terme de la suite. Et on voit, en fait, pour le coup, par rapport à l'envahissement de cette table, eh bien, comment évolue cette suite, et c'est une autre façon de voir cette expansion de la suite. Alors, pour finir, dans la présentation d'œuvres, j'avais envie de vous parler de Roman Opalka. Roman Opalka, en fait, c'est un artiste polonais qui, en 1965, a décidé de créer une œuvre plurielle, en fait, constituée de détails. Et en fait, il a décidé d'écrire la suite des nombres, donc en commençant par 1, en l'écrivant sur une toile noire avec un pinceau blanc, comme j'espère que vous voyez à droite. Donc, il a écrit la suite des nombres. Et quand il arrivait au bout de la toile, eh bien, il en prenait une autre, identique, toujours les mêmes dimensions, et il continuait cette suite des nombres en essayant de tendre vers l'infini. En 1972, il était arrivé à peu près à 1 million, et il a décidé en fait qu'il fallait ajouter quelque chose à ce système pour montrer en quoi cette fuite vers l'infini était plus marquée. Donc, il a décidé en fait d'ajouter 1% de blanc dans les fonds noirs de chacun des nouveaux détails qu'il allait créer. Donc, au fur et à mesure qu'il écrivait la suite des nombres, eh bien, vous imaginez bien que le fond devenant de plus en plus clair et lui écrivant toujours en blanc, il arrivait à un moment donné où, justement, cette confusion des blancs donnait une idée d'infini. Mais il a aussi choisi d'adjoindre, toujours à partir de 72, une photo de lui qu'il associait à chaque détail, donc à chaque fois qu'il changeait de toile. Il se prenait en photo de manière rigoureusement identique. Il avait la même chemise, le même cadrage. Et donc là encore, on voit à travers ces photos-là, c'est un peu condensé, vous imaginez bien, et on l'espère bien, qu'on voit cette vision qui associe les nombres et l'infini. Et en mathématiques, l'infini, c'est en fait l'idée que quel que soit le nombre auquel vous pensez, l'infini sera toujours plus grand. Et je trouve que le travail de cet artiste illustre merveilleusement bien ce concept-là. Alors,
À présent, j'ai choisi de vous présenter rapidement quelques activités de classe qui sont proposées. Alors, les premières activités, ce sont celles que je vous présente, se rapportent à des œuvres de François Morellet et sont proposées en fait dans le manuel de CE1 de la collection Opération Maths qui est dirigée par Marie-Lise Pelletier. Et vous voyez que dans ces deux activités, si on regarde celle de gauche, on voit qu'il y a une œuvre de Morellet qui est constituée d'un carré noir. Et vous voyez que le carré, il n'est pas présenté de manière prototypique. Et on demande aux élèves donc de reproduire ce carré avec règle équerre à partir de traits qu'on a commencé. La deuxième activité, c'est une activité toujours autour de la reproduction de figures, mais une activité extrêmement intéressante dans la mesure où elle oblige l'élève à repérer des points clés. Or, on sait que cette compétence doit être développée pour reproduire des figures et donc à travers une œuvre de géométrie qui a été choisie par les auteurs du manuel, on va demander aux élèves à la fois, en partant de l'œuvre de Morellet, de retrouver les jonctions et des points qui se correspondent. Deux autres propositions d'activités que j'ai trouvées dans les manuels. Le premier s'adresse à des CP et se trouve dans le Cap Maths CP. Et là, en fait, on demande, l'activité s'appuie sur une œuvre de Richard Lose, qui est un artiste qui a peint donc une série de carrés. Le carré a une grande importance dans l'art contemporain, mais ces carrés, en fait, et la façon de les colorier correspondent à un système qu'on demande aux élèves de retrouver et de reconnaître, puis s'ils le souhaitent, de l'appliquer pour créer un autre tableau. Et cette idée de comprendre, d'analyser, de réfléchir à un agencement là de couleurs permet de développer cette réflexivité et qui est indispensable pour penser les mathématiques. L'activité de droite, en fait, se trouve dans le manuel Euromath qui est proposé en CE2. Cette fois-ci, on s'appuie sur une œuvre de Sonia Delaunay qui est constituée de demi-disques, de demi-cercles. Et on demande aux élèves de la reproduire. Et donc, pour la reproduire, il faut bien évidemment identifier pour chacun des demi-cercles le rayon et le centre correspondant, qui demande donc une analyse fine de cette œuvre dans le but de la reproduire. Alors, pour finir, et parce que la situation que nous vivons est difficile, mais que grâce à la créativité de certains enseignants, on peut aussi trouver des situations qui soient intéressantes et enrichissantes pour les élèves. C'est ce que propose Claire Lomé, qui est une professeure de mathématiques dans un collège de Mont-Saint-Aignan, qui est aussi engagée dans le plan de formation Villani-Torossian. Et Claire Lomé a proposé à ses élèves, pour une reprise en 6e, une séquence qui s'est appuyée sur des œuvres de Vasarely, des œuvres qui s'appellent des Croats. Et à travers, en fait, ces œuvres, elle propose toute une séquence dont j'ai réindiqué les étapes qui permettent donc de travailler sur les solides, le vocabulaire, les unités de volume, les capacités, travailler aussi les décimaux, bref, toute une série d'activités mathématiques autour d'œuvres d'un artiste contemporain qui sont vraiment extrêmement riches et qui permettent de repenser, de revisiter les objets mathématiques. Et si vous souhaitez en savoir plus, je vous engage vraiment à aller voir son blog où cette séquence est présentée et d'autres encore qu'elle a proposées. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Merci beaucoup, Madame Sayac, pour votre présentation très intéressante. En effet, on a une question, même 2 en 1, donc je vais vous la scinder en 2. Donc la première, c'est comment
comment faire passer à travers les situations didactiques proposées aux élèves à l'école un travail sur le processus, donc tout ce qui est démarche réflexive et plastique de l'artiste, plutôt que le résultat, donc la recherche d'une reproduction sans engager de processus de création. Alors, est-ce que vous voulez bien reformuler, redire la question parce que je n'ai pas bien compris. Comment est-ce qu'à travers, comment vous faites passer en fait le message didactique aux élèves à l'école à travers le travail, donc que ce soit le travail du processus, donc quelle est la démarche de l'artiste et le résultat. Comment vous faites ça, vous le faites comprendre aux élèves qui comprennent ces deux notions bien distinctes. En fait, elles sont distinctes, mais les mathématiques, ça n'est pas un monde fermé qui existe en vase clos. Donc pour moi, ce détour par l'art contemporain permet justement c'est un alibi, si je puis dire, désolé pour les artistes, pour travailler bien évidemment d'un point de vue didactique et d'un point de vue scolaire les différentes notions mathématiques. Pour les activités que j'ai présentées le montrent de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de passer trop de temps à analyser la démarche de l'artiste, sauf quand cette démarche, comme dans l'activité par exemple au CP où il fallait repérer le système utilisé par l'artiste pour reproduire l'œuvre, il ne s'agit pas de rentrer complètement dans cette dimension-là. Il s'agit de voir que les enseignants soient capables, à travers les œuvres qu'ils choisissent, d'identifier quelles sont les notions mathématiques qu'il va pouvoir travailler au sein des croisements qu'il propose et avec le support et les ressources des œuvres qu'il convoque. Mais il y a vraiment l'idée, en fait, que ces œuvres-là sont faites pour obliger l'élève à repenser ou à penser ou à analyser des objets ou des situations mathématiques. Ok, merci. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'est cette démarche étant propre à la didactique des arts plastiques, pensez-vous que ces deux enseignements puissent se nourrir sans être instrumentalisés l'un pour l'autre? C'est une grande question. Et je l'ai dit, quand j'ai parlé d'alibi, il y a cette idée d'instrumentalisation. Mais je pense que, comment dire, une connaissance, une bonne connaissance des deux domaines, en fait, permet de dépasser cette relation qui peut effectivement être une relation où une des disciplines écrase l'autre. Mais en fait, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Enfin, quand on est en situation dans des séances de mathématiques, c'est bien des mathématiques qu'on doit faire et non une séance d'art pratique et réciproquement. Mais en fait, c'est dans le choix des ressources et des supports que le prof utilise que le lien va se faire. Mais je crois qu'effectivement, c'est une bonne question parce qu'il ne faut pas perdre de vue en fait ce que l'on souhaite vraiment, ce que l'on vise à travers les œuvres ou les détours vers l'art contemporain que l'on propose. Et c'est en ça que, par exemple, la séquence proposée par Claire Nomé est vraiment intéressante parce que oui, elle part complètement de ces œuvres de Vasarely, mais si vous allez voir un peu, comme ça, je vous engage à aller voir ce qu'elle propose, vous verrez qu'elle est complètement au clair sur ce que, d'un point de vue mathématique, ce détour lui apporte et apporte aux élèves. Et du coup, je rebondis là-dessus. À l'école primaire, est-ce qu'on pourrait imaginer s'appuyer justement sur des œuvres figuratives, en s'appuyant notamment sur la composition du tableau, de la photo? Tout dépend ce que l'on souhaite, en fait, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on souhaite. Donc moi, je suis mathématicienne, formatrice en maths, didacticienne des maths, enfin bref, mon entrée, ce sont bien les mathématiques, même si, voilà, ma présentation, à un moment donné, je me suis dit, mince, peut-être qu'il n'y a pas assez de mathématiques. Mais fondamentalement, ce rapport entre l'art conceptuel et les mathématiques, pour moi, c'est vraiment un rapport qui ne s'oppose pas. Et donc, tout dépend des œuvres figuratives qu'on propose et tout dépend du savoir mathématique qu'on veut faire vivre à travers ces œuvres. Donc, je n'oppose pas art conceptuel ou
ou art géométrique, etc., avec d'autres types d'œuvres. Tout dépend de l'intention. Et l'intention, c'est bien l'enseignant qui doit l'avoir et il doit être au clair avec ça. Mais vous faites bien de le dire parce qu'en fait, j'ai parlé d'artifice tout à l'heure ou d'alibi, mais l'idée, c'est que quand on est en séance de maths, eh bien, c'est bien des maths qu'il faut faire, même si on fait pour ça des détours vers l'art contemporain et qu'on utilise des ressources issues donc d'un autre domaine, en tout cas d'un domaine peut-être pas spécialement pensé directement avec les mathématiques. D'accord. Et concernant la démarche de l'artiste, est-ce qu'elle est, par exemple, présentée avant un exercice de mathématiques? Tout ça, c'est là encore le choix de l'enseignant. On peut choisir d'avoir une séance même à part entière dédiée en fait au travail de l'artiste, à la connaissance de l'œuvre. Et je pense même que ça pourrait, enfin, certaines œuvres, ça pourrait être vraiment intéressant. Donc pour moi, il est clair que quand je convoque des œuvres ou des ressources qui relèvent du domaine de l'art, il y a un moment donné où on fait une parenthèse et où on se pose complètement pour parler d'œuvres et pour mettre en avant ce qu'apporte l'artiste, etc. Mais je ne peux pas dire si ça doit être fait avant ou après. Tout dépend, là encore, des œuvres et tout dépend de l'intention de l'enseignant. Mais en tout cas, je pense que ce détour doit être fait à un moment donné. Mais il ne faut pas aussi que certains élèves soient détournés de l'intention mathématique par justement ce pas de côté. Donc c'est vraiment à l'enseignant d'organiser ça et de concevoir sa séquence de manière à ce que eh bien, il y ait à un moment donné ce pas de côté et cette approche de l'art contemporain à travers art contemporain ou autre type d'art. Mais en tout cas, il faut que ce soit clairement défini et annoncé pour qu'il n'y ait pas de confusion. Tout à l'heure, vous parliez justement d'art, d'infini. Est-ce qu'il existe des artistes qui ont utilisé les mots de façon aléatoire, infini ou autre, dans leurs œuvres? C'est-à-dire? Est-ce qu'ils ont utilisé les mots pour décrire l'infini dans leurs œuvres? L'infini, c'est un concept compliqué et c'est vrai qu'il n'est pas facile de l'appréhender. Il y a certainement des artistes qui ont utilisé, comme vous dites, des mots ou d'autres supports ou d'autres matériaux pour illustrer ou représenter ou modéliser l'infini. Je ne les connais pas. Moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, ce qui m'anime, c'est quand il y a ce croisement. Et c'est vrai que l'infini vu par Opalka, il est à la fois donne à voir quelque chose qui tend vers l'infini, mais il donne aussi. Alors, au début de mon exposé, j'ai dit que la question de l'esthétique, je la mettais de côté, mais j'ai mis aussi les trois petits points qui montrent que, bien évidemment, on peut être plus ou moins touché par ces œuvres. Et cette dimension-là, il faut pas la négliger. Et du coup, pour vous, est-ce que les mathématiciens sont des artistes dans l'âme? Et est-ce que les artistes contemporains ont bien ces concepts mathématiques avant de créer? Alors, je vais vous raconter quelque chose un échange que j'ai eu donc avec François Morellet et donc autour du nombre pi et la façon dont il avait de l'utiliser. En fait, si vous regardez les décimales de pi, le 0 n'apparaît que, alors j'ai oublié maintenant, mais je crois qu'il apparaît à la 39e ou 49e place, ce qui est très éloigné. Par rapport au système que Morellet a utilisé, en fait, le 0 signifierait l'angle nul. Et donc, vous voyez, ça écrase donc cette valeur-là, ça l'a mis pour le coup. Et d'un point de vue mathématique, là, il y aurait eu problème. Donc, c'est une question qui m'a travaillé puisque je dis et j'affirme que
Morellet est un artiste qui ne dénature pas les objets mathématiques qu'il travaille. Donc, bien, je vais poser la question et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il aurait fait si le 0 était apparu plus tôt. Et donc là, il a souri et il est parti sans me répondre. Donc, je pense que je ne suis pas sûre qu'il aurait respecté. Mais la question de... il y a des artistes qui utilisent des concepts mathématiques comme des... sans quelque part respecter ce qu'ils sont. Et les maths, voilà, tout le monde peut utiliser les maths. Donc, les artistes peuvent utiliser les maths. Et après, c'est le rapport qu'ils ont avec les objets qu'ils intègrent dans leurs œuvres qui vont faire que, eh bien, ça va être plus ou moins intéressant. D'un point de vue, si je bascule dans l'autre côté de la question, est-ce que les mathématiciens sont des artistes? Je pense sincèrement que oui. Et j'ai en mémoire un professeur que j'avais eu en maîtrise à l'époque, et qui nous disait toujours oh, aujourd'hui je vais vous faire une belle démonstration. Et c'est vrai que voilà, il y a des démonstrations qui peuvent être belles et d'autres qui peuvent être plus rugueuses, plus lourdes, moins époustouflantes. Et donc, je pense que les mathématiques sont vraiment en lien avec l'art et avec les... Et est-ce que vous avez, par exemple, des idées de création d'objets sonores en lien, par exemple, avec pi ou le nombre d'or auquel vous faisiez référence tout à l'heure? Je ne suis pas une artiste. Donc, avoir idée d'eux, c'est pas si simple. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a entre les mathématiques et la musique, donc ça, j'espère que les collègues qui interviendront pourront justement explorer cette piste-là, parce qu'il y a beaucoup de mathématiciens qui étaient des musiciens parfois très reconnus, et réciproquement des musiciens qui avaient une forte appétence pour les mathématiques. Du coup, je rebondis sur la prochaine question. Existe-t-il pour vous des activités plus réflexives que des reproductions d'œuvres? Oui. C'est compliqué à imaginer parce que la réflexion, elle est dans l'analyse de l'œuvre. Et du coup, en fait, quand on comprend que certains artistes conçoivent des œuvres à partir d'un système, en fait, on peut à la fois soit choisir de faire reproduire, soit choisir d'en créer. On pourrait imaginer qu'on demande aux élèves d'imaginer un système d'agencement de couleurs ou de suite numérique qu'ils utiliseraient pour concevoir soit une figure géométrique, soit une suite numérique. Et donc, du coup, montrer que derrière ce qu'on voit, derrière ce qu'on perçoit, c'est pas forcément quelque chose de simple et que il y a une organisation qu'il faut penser. J'avais envie de vous redonner une autre anecdote quand je discutais avec une collègue qui était en art plastique. Elle me dit mais oui, mais le carré, c'est normal qu'il ait été utilisé par tant d'artistes parce que le carré, c'est la figure la plus simple. Et moi, je la regarde en me disant comment? Non, pour moi, en tant que mathématicienne, le carré, c'est le quadrilatère le plus complexe parce que c'est celui qui a les propriétés, le plus grand nombre de propriétés. Mais en fait, c'est cette multiplicité des propriétés, cette concentration de propriétés du carré qui fait qu'en fait, d'un point de vue représentation, il a une représentation harmonieuse qui permet donc à ma collègue en art de le considérer comme une figure simple. Donc vraiment, voilà, je trouve que ce jeu de regard et ce jeu de croisement, c'est vraiment ce qu'il y a d'intéressant pour penser et travailler les mathématiques à l'école. Les mathématiques, ce ne sont pas des choses qu'on apprend. Il y a des choses qu'on doit apprendre aussi par cœur et qu'on doit intégrer. Mais en tout cas, engager la réflexion, engager l'élève dans l'analyse, engager l'élève dans la façon de comprendre ce qu'il fait, de mettre du sens dans ce qu'il propose, dans les mathématiques qu'il
qu'il apprend, je crois que c'est absolument essentiel. Et du coup, pour vous, cette médiation artistique, pour apprendre les maths, ça favorise, selon vous, la motivation des élèves? Oui, je pense que ça favorise la motivation des élèves, même si, comme j'espère vous l'avoir montré, c'est pas l'objet premier. Mais oui, parfois, enfin en tout cas, moi je trouve que les mathématiques sont enseignées de manière très austère, très triste. Même quand on essaye d'imaginer des problèmes, c'est rarement des problèmes qui vraiment engagent l'élève. Hein. Je parlais avec mes étudiants l'autre jour de problèmes, un étudiant qui avait conçu un problème avec une sorte de train, etc. Oui, c'est intéressant dans l'absolu, mais est-ce que ça intéresse vraiment un élève de CE2 ou de CM1 ou même plus tard? Moi, je trouve qu'un élève, quand bien même il est là pour, dans un certain contexte, apprendre des mathématiques, eh bien, lui montrer que les mathématiques ne sont pas une discipline qui est renfermée et montrer que cette discipline, en fait, est bien plus ouverte et riche et enrichissante qu'elle ne parfois paraît ou est enseignée. Je pense que ça permet de les engager, peut-être les motiver davantage. Et est-ce que, enfin, pour vous, peut-être une dernière question, est-ce que ces deux langages, art et mathématiques, peuvent communiquer et se comprendre? Bien, pour dialoguer, il faut des médiateurs. Et les médiateurs, eh bien, on peut les trouver chez les artistes ou on peut les trouver, et j'espère que cette exposé aura convaincu que des enseignants peuvent aussi être des médiateurs entre l'art et les mathématiques. Belle conclusion. Je pense qu'on va s'arrêter là sur cette belle phrase. Il est temps désormais de nous quitter. Je vous remercie, Madame Sayac, pour votre intervention. Petit rappel, cette conférence donne lieu à un enregistrement que vous pourrez retrouver dès demain sur la chaîne YouTube du réseau des INSPE et sur le site à la fin, par contre, du cycle. Et notre prochain rendez-vous, ce sera mercredi 3 juin à 14 h pour une nouvelle thématique qui sera le sensible, le sujet, les formes scolaires et les normes. Quelle est la contribution des travaux en didactique du français en tant que langue première pour et sur la formation des enseignants? Donc, je vous dis à très vite. Au revoir. Merci. Au revoir.